En manchette, Logement Trade manifeste devant les bureaux de Denis Lebel à Roberval et le Festival des rythmes du monde diminue ses activités. Bonsoir et bienvenue au Web Journal du 17 février 2014. Ils étaient une vingtaine de manifestants avec Logement Trade ce matin à Roberval pour exprimer à nouveau leur mécontentement au ministre conservateur Denis Lebel en réaction à la fin des subventions aux logements sociaux. Voici le reportage de Sabrina Malaison. Les cloches ont sonné fort ce matin devant le bureau du ministre Denis Lebel à Roberval. Logement Trade lançait pour la troisième fois en 18 mois un appel à l'aide au gouvernement afin qu'il entende le cri du cœur des plus démunis et revienne sur sa décision de mettre fin aux subventions pour les logements sociaux bâtis avant 1994. Mais le ministre s'est fait remarquer une fois de plus par son absence. Pour que le gouvernement se réveille, il a fait pour rencontrer des personnes qui sont dans le besoin, appauvries. Écoutez, là, c'est une moyenne claque à la figure que le ministre leur lance. Pour beaucoup de locataires, les frais du loyer représentent déjà plus de 30 % de leurs revenus. Plusieurs d'entre eux commencent déjà à ressentir l'effet des coupes de subventions. Il y a des locataires qui nous disent qu'ils ont eu des coûts de loyer qui ont haussé dû à une perte de subvention, mais c'est très difficile d'amener ces coops-là à parler publiquement. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 6 000 logements sociaux qui perdront leurs subventions. Les familles concernées pourraient bien se retrouver dans une situation sans issue. C'est épeurant, puis on a peur de plus arriver. On a peur de la rue. On a peur de la rue. C'est ça qui arrive. Parce que là ça n'a pas de sens. C'est pas de même qu'on va réussir à vivre. Mais les manifestants continueront de se battre sans relâche pour obtenir à nouveau les subventions. Jusqu'à temps qu'on ait les réponses. Jusqu'à temps qu'ils nous disent oui et qu'ils nous donnent une subvention. Les locataires espèrent que le député conservateur de Roberval, Denis Lebel, répondra au son des cloches d'ici les élections de 2015. Sabrina Malaison, ATM Nouvelles, à Roberval. L'adolescent de 15 ans arrêté le 12 février dernier à Chicoutimi-Nord après une tentative ratée d'enlèvement à la pointe du couteau devra subir une évaluation psychologique afin de déterminer s'il est apte à subir son procès. La demande a été déposée ce matin par la Cour par son avocate, Maître Roselyne Bouchard-Zy. Le premier chirurgien autochtone du Québec, Dr Stanley Volant, quitte la salle d'opération pour quelques semaines afin d'aller à la rencontre des jeunes communautés autochtones des régions de la Côte-Nord, de la Mauricie, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Jamaisie. Il poursuit ainsi son périple des près de 6 000 km entamé à l'automne 2010 avec la marche Innu-Mishkinu, qui signifie le chemin de tous les humains. Le Festival international des rythmes du monde diminuera les activités de la prochaine édition en fonction de l'argent qui lui sera alloué en 2014. Richard Mioust et Robert Hakim ont sollicité ce matin une rencontre avec les dirigeants de Promotion Saguenay en réaction à la perte d'une subvention de 50 000 $. Andréane Larouche, quel a été le ton de ce point de presse? Eh bien, Cassandre, Richard Mioust et Robert Hakim ont démontré leur mécontentement concernant le retrait de cette subvention. Toutefois, ils se sont montrés rassurants quant à la prochaine édition du festival. Richard Mioust a tenté à maintes reprises d'entrer en contact avec les dirigeants de Promotion Saguenay, en vain. Ce dernier tient à présenter en détail la planification publicitaire et marketing des 3 prochaines années ainsi que les nouveautés à venir, dans l'espoir de faire reculer les principaux concernés. On ose espérer que Ville de Saguenay, c'est pas irrévocable et qu'ils vont analyser en profondeur qu'est-ce qu'on demande. Puis on est très collaborateurs et je veux dire, c'est pas une confrontation aujourd'hui, c'est vraiment une demande, une redemande de collaboration. Tu tends la main, en fait. Les organisateurs promettent malgré tout que la 12e édition du festival, qui se tiendra du 24 juillet au 3 août prochain, recevra la visite d'artistes qui tiennent beaucoup à cette fête musicale. Richard Mioust et Robert Hakim n'ont pas l'intention de commander une étude pour évaluer l'impact d'une telle perte, mais sont convaincus qu'elle se traduira par une baisse de publicité et de présence d'artistes de renommée internationale. On n'aura pas l'édition 2013. Mais non.
En plus de la décision récente des dirigeants de Promotion Saguenay, la situation s'avère d'autant plus difficile en raison des événements entourant une autre source de subvention, soit la zone portuaire de Chicoutimi. Possibilité de faire des spectacles payants ou une programmation payante avec billetterie en parallèle à sa programmation gratuite sur la zone portuaire. Mais là, la zone portuaire, il n'y a plus de son, plus de lumière. Le conseil d'administration s'est également engagé à effacer son déficit accumulé d'ici 2016. Les membres de l'organisation souhaitent avoir l'appui de la population dans les campagnes de financement durant les prochaines semaines. Andréane Larouche, ATM Nouvelles, Saguenay. Une nouvelle microbrasserie verra le jour sur la rue Saint-Dominique à Jonquière, en face du restaurant Les 400 coups. L'ancien brasseur de la Voie Maltais, Mathieu Roy, annonce l'ouverture de l'Opéra au printemps 2014. Depuis déjà 1 an et demi, le brasseur travaille sur son projet et selon Mathieu Roy, la microbrasserie se démarquera avec ses 10 lignes de fût, dont 6 permanentes, et sa nourriture. La présidente régionale du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Brigitte Claveau, estime que la création d'une agence des transferts est une fausse solution pour éviter le copinage. Elle demande au gouvernement de revoir cette décision. Mon collègue Roby Saint-Gelais s'est entretenu avec elle plus tôt aujourd'hui. Madame Claveau, bonjour. Bonjour. D'abord, qu'est-ce que vous reprochez à l'idée d'une création d'une agence des transports? Bien, en fait, ce qu'on reproche, c'est de faire croire à la population qu'il va y avoir plus, ça sera plus neutre et plus efficace si c'est une agence de transport. Alors nous, on a la prétention qu'au contraire, ça va créer plus, il va y avoir plus d'impartialité et d'imputabilité. Vous dites que le conseil d'administration serait plutôt partisan. Pourquoi, selon vous? Bien, en fait, un conseil d'administration, je veux dire, on n'est jamais tout à fait neutre quand on participe à un conseil d'administration. D'abord, le conseil d'administration va être nommé par le gouvernement. Alors, ça va être le PDG, le président du conseil d'administration, ça va être aussi les membres du conseil d'administration. En fait, tout ce qui compose le comité. Le CA va être nommé par le gouvernement. Alors, on pense que c'est moins transparent qu'un ministère. Alors, il faut comprendre aussi que on pense que si vous prenez le Parti libéral dans son mandat, il a fait au-dessus de 500 nominations partisanes dans le cadre de son mandat. Alors, pourquoi on pourrait croire, en tout cas, que le Parti québécois sera différent puis qu'il nommera pas des gens qui ont des intérêts, justement, avec le transport? Est-ce que vous croyez que ça favoriserait la tarification des services publics? Bien oui. Comment va pouvoir se financer l'Agence du transport? Alors, on tente de gérer les ministères souvent comme des agences pour inclure et mettre là, de la tarification, de la commercialisation, puis augmenter la sous-traitance aussi. Donc, être plus dépendant encore du privé là, dans le cadre des contrats de sous-traitance d'argent public. Là. Et qu'est-ce que ça changerait pour les travailleurs du ministère qui sont finalement vos membres? Bien, en fait, c'est sûr que ces gens-là vont être cédés à l'agence. Ils vont travailler pour l'agence maintenant. Au niveau de la rémunération, les conditions de travail, il reste que ça va être le Conseil du Trésor qui va qui va légiférer en termes de salaire, des conditions de travail. C'est l'agence c'est ça qui va changer pour eux. Mais ils vont continuer quand même de travailler pour l'agence, qui va changer de nom finalement, là, c'est sûr, mais ils vont rester quand même dans l'appareil gouvernemental puisque c'est le Conseil du Trésor là, qui va régir toutes leurs conditions de travail. C'est quoi les exemples que vous donnez quand vous dites bon, les expériences antérieures n'ont pas été vraiment concluantes, là, qu'on a créé des agences semblables ou des projets semblables? Bien, on a juste à regarder ce qui s'est passé au CHUM, qu'est-ce qui s'est passé à Tourisme Montréal dernièrement, où M. Lapointe est parti avec une rémunération, une allocation de départ de quand même 654 000 $, où on a questionné que les gens du CA, il y a même un ex-membre et un membre du CA qui a bien dit qu'il n'était même pas au courant qu'il était parti avec ces sommes-là. Alors, comment on va protéger, comment la population va pouvoir être sûre que l'argent va être bien dépensé quand il s'agit d'un conseil d'administration où il y a souvent des exemples, justement, de dépassement de coûts et de choses bien pas correctes qui arrivent. Là, et est-ce que vous craignez que d'autres ministères pourraient être convertis en agence? Bien, c'est pas la première fois qu'on tente de le faire. Hein. D'abord, le Centre de gestion d'équipements roulants, ça fait 2 fois qu'on tente
de le sortir de la fonction publique. On a aussi la CSST. Alors, on pense souvent que le problème, quand on a un problème avec un ministère où on va créer une agence, ça va tout régler. Alors que normalement, c'est le ministre à ce moment-là qui est imputable, qui est responsable et qui est redevable devant la population, redevable aussi devant l'Assemblée nationale. Alors, je pense que le ministre doit garder les mains sur le volant, puis il doit continuer de surveiller ce qui se passe au ministère du Transport. Croyez-vous que ce projet de loi, justement, projet de loi 68, aura des appuis à l'Assemblée nationale? Honnêtement, c'est sûr que je pense que la CAQ est contre le projet, oui, ainsi que Québec solidaire. Par contre, M. Couillard est plus... il n'est pas certain. Il se questionne par rapport justement à l'imputabilité. Il se pose la question à savoir qui sera responsable. Lui, c'est sa préoccupation. Mais maintenant, de quel côté il va se positionner, on ne le sait pas. C'est sûr qu'ils vont avoir besoin de l'appui. Mais les libéraux ont déjà voulu faire un projet semblable. Certainement, c'est dans les lignes. Ça fait, j'imagine, longtemps que c'est pas porteur juste du Parti québécois. Parce que, écoutez, quand Mme Marois a été élue, quand elle a présenté son conseil des ministres, M. Gaudreault avait le mandat de créer l'Agence du transport. Alors pourquoi, je veux dire, il venait de créer son cabinet, puis déjà, il avait le mandat de le faire. Alors, on pense que ça va de plus. C'est une idée qui vient de plus loin que l'idée du Parti québécois. Et est-ce que cette campagne-là a été faite un peu en fonction des élections qui s'en viennent, peut-être? Peut-être. Peut-être que c'est une façon... Et de votre côté, est-ce que c'est en lien un peu avec les élections qui s'en viennent ou c'est vraiment pour vous opposer directement? Nous, c'est pour nous opposer directement. On ne pense pas que ça soit bien pour les citoyens et pour nos membres également. Ça ne changera absolument rien. Pour eux, il n'y a pas d'avantage. Je n'en vois pas. Au contraire, on a peur qu'il y ait plus de sous-traitance, puis que nos membres, les ouvriers, les techniciens en travaux publics, notamment, qui soient remplacés par de la sous-traitance. Madame Claveau, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. C'était Madame Brigitte Laveau, présidente régionale du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Les entrepreneurs forestiers craignent pour la viabilité de la prochaine saison qui débutera le 1er avril prochain. La Fédération québécoise des coopératives forestières ainsi que l'Association québécoise des entrepreneurs en travaux d'aménagement forestier considèrent que les entrepreneurs vivent une situation précaire depuis la mise en place du nouveau régime forestier en 2013. Un reportage de Marie-Lou Ringuette. Les entrepreneurs forestiers lancent un cri d'alarme pour ne pas compromettre la prochaine saison. Selon l'Association des entrepreneurs en aménagement forestier, on assiste présentement à la dégradation des emplois dans le domaine de la foresterie. Nous avions au départ un potentiel en 2006 de 2200 PME en entreprise forestière. On en a plus 800 maintenant sur l'ensemble du Québec. Donc, ça vous donne un potentiel de gens qui ont fermé leurs portes et puis on en a encore au moins 12 % cette année qui comptent ne plus retourner aux opérations forestières. L'augmentation des coûts d'exploitation et la nouvelle rente pour l'approvisionnement en découragent plusieurs. Les deux associations souhaitent d'ailleurs trouver des solutions pour améliorer les conditions de travail des entrepreneurs forestiers. L'an passé, on a eu un suicide d'un jeune père de famille de 33 ans, puis on a trouvé que c'était pas vraiment quelque chose qu'on voulait. On n'aurait pas aimé en avoir un. Donc, on ne veut pas attendre qu'il y ait encore plus de problématiques comme ça, des drames qui se passent pour que l'aide soit apportée à nos gens. Deux dossiers donnent d'ailleurs de l'espoir aux associations. Le programme ESSOR, qui consiste à donner de l'aide financière aux entrepreneurs pour renouveler leur équipement, devrait être mis en place prochainement. Un rapport préliminaire sur les impacts du régime forestier sera également déposé en février. On a vécu une année, donc on voit des choses qui ne fonctionnent pas dans le système. On fait des recommandations pour modifier des choses au système pour que ça soit viable pour les entrepreneurs. Les deux associations interpellent tous les partis politiques afin qu'ils s'engagent à trouver des solutions pour assurer l'avenir des entreprises forestières. Marie-Lou Ringuette, ATM Nouvelles, Saguenay. En favorisant les échanges entre les jeunes Québécois sur divers aspects de la société, des consultations publiques ont mené au livre blanc d'une future politique jeunesse qui sera dévoilée lors d'une commission parlementaire en mai prochain.
À ce sujet, ma collègue Frédéric Mezenholder s'est entretenue en début d'après-midi avec un agent du regroupement Action Jeunesse 02, Jean-Michel Gobeil. Bonjour, M. Gobeil. D'abord, quel est le but de la future politique jeunesse? Bien, en fait, le livre blanc, comme on appelle, donc ça a été proposé par M. Léo Bureau-Blouin qui a fait une tournée provinciale au cours du printemps et de l'automne dernier pour aller chercher le pouls des jeunes dans les régions du Québec afin de pouvoir cibler des axes, des orientations afin de préparer le livre blanc pour la nouvelle politique jeunesse. Et parlez-moi justement du rôle du regroupement Action Jeunesse 02. En fait, notre rôle en tant que Forum Jeunesse, c'est on est allé chercher des orientations. On a organisé la journée de destination 2030 lorsque M. Bureau-Blouin est venu au mois de juin dernier. Donc, on a fait des discussions avec des organismes jeunesse et tout ça pour en arriver à la proposition du livre blanc qui est là présentement. Et selon vous, quelles sont les priorités des jeunes? Bien, en fait, on touche beaucoup de toucher la passion des jeunes et aussi construire le Québec de demain. Donc, par des orientations telles que l'entrepreneuriat, la participation citoyenne. Donc, c'est des exemples qui font en sorte que ce livre blanc-là, qui sont des propositions en soi par le gouvernement du Québec afin qu'on puisse aller de l'avant pour bâtir cette future politique jeunesse. Et quel organisme visez-vous par rapport aux consultations publiques faites en comité? Bien, en fait, on travaille avec des gens de notre conseil d'administration. On travaille éventuellement peut-être regarder des partenariats avec peut-être des Carrefour Jeunesse Emploi, les centres d'action bénévole, et tout ce qui sont en lien avec le volet jeunesse. Là, donc, on veut travailler peut-être dans l'éventualité de faire une discussion pour les orientations du futur politique jeunesse. Et justement, RAGE 02 croit qu'eux vont faire partie environ des comités par rapport aux consultations publiques. Vous en avez ciblé quelques-uns? Bien, en fait, on a ciblé quelques. Présentement, on est comme un peu à l'étape de défricher un peu le livre blanc. On est en train de le consulter en sous-comité avec les gens de notre conseil d'administration et les gens de la permanence pour essayer de trouver en sorte là, des possibilités, parce qu'on parle du livre blanc, ce sont des propositions qui sont faites par le gouvernement du Québec afin de savoir un peu qu'est-ce qui est ressorti de ces discussions-là lors du printemps et de l'automne dernier. Donc, on va arriver là avec peut-être quel serait notre cheval de bataille pour le volet jeunesse pour la région Saguenay-Lac-Saint-Jean suite à nos discussions au cours des prochaines semaines. Et qu'est-ce qu'est le service citoyen? En fait, le service citoyen, c'est un modèle qui est un peu inspiré de la France. En fait, c'est vraiment où ce que les jeunes puissent, comment je pourrais vous dire, s'inspirer, faire un peu du bénévolat, du volontariat auprès d'organismes pour ceux qui ont de la difficulté là, à pouvoir s'intégrer sur le marché du travail. Et comment pourrait-on faire pour le mettre en place, par exemple? En fait, c'est faire beaucoup de promotion, c'est travailler en concertation, c'est travailler en mobilisation avec les organismes du milieu pour pouvoir faire en sorte que ce service civique-là puisse être très bon. Et que propose le livre blanc concernant la conciliation travail-famille, par exemple? Bien, en fait, on travaille beaucoup sur il y a plusieurs dossiers en tant que tels, donc la conciliation travail-famille qui est quand même important pour une certaine tranche d'âge. Donc, on regarde des solutions là, pour pouvoir proposer qu'est-ce qui pourrait faire là, en sorte là, que la conciliation travail-famille pourrait bien aider, que ce soit l'employé ou l'employeur, afin que tout le monde puisse arriver à leurs besoins. Et comment qu'on pourrait faire pour rapprocher les jeunes des générations précédentes, par exemple? En fait, c'est beaucoup de consultations, c'est d'aller les chercher, beaucoup de communication. C'est quand même quelque chose de très intéressant là, par rapport au livre blanc. Donc, c'est juste d'aller... on veut travailler aussi le volet beaucoup intergénérationnel, mentorat auprès des jeunes avec des personnes aînées. Donc, ça pourrait être intéressant sur ce volet-là. Donc, vous, RAGE 02, vous travaillez en comité éventuellement, mais comment réagissez-vous par rapport au groupe qui pourrait critiquer un peu le futur livre blanc? Bien, en fait, je pense que c'est vraiment, le livre blanc, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment des suggestions en tant que telles. C'est travailler en mobilisation, c'est travailler en concertation. Ça va faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant sans que... C'est sûr qu'il y aura toujours des insatisfaits ou quoi que ce soit, sauf que nous, on va aller de l'avant en tant que Forum Jeunesse pour aller chercher le plus d'appui possible pour qu'on puisse aller travailler de l'avant pour développer la jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et en terminant, parlez-moi, à quand est prévue la commission parlementaire? Bien, on parle de certaines dates du mois de mai prochain. Donc, il y a beaucoup d'ambiguïté par rapport peut-être à des futures élections ou quoi que ce soit. Donc, on attend de voir un peu le mandat là, pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire. Nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on a à faire, c'est de regarder, c'est d'étudier, puis regarder avec les partenaires du milieu pour pouvoir développer la future politique jeunesse du gouvernement du Québec. Parfait. Donc, merci, messieurs. Merci beaucoup, M. Gobeil. Merci beaucoup. La designer almatoise Sophie Villeneuve fabriquera des sacs réutilisables à partir de chemises recyclées pour le colloque annuel de l'organisme Les Arts et la Ville qui aura lieu du 4 au 6 juin à Alma. Les quelques 300 élus, travailleurs culturels et artistiques qui assisteront au rassemblement recevront ce cadeau unique.
La campagne pour ramasser des chemises est actuellement en cours. La récolte se fait à la bibliothèque d'Alma et les organisateurs en ont déjà une centaine. L'Université du Québec à Chicoutimi lance sa semaine des sciences humaines jusqu'au 21 février sous le thème « L'ici, l'ailleurs et l'autrefois ». Les étudiants sont invités à découvrir les enjeux entourant les sciences humaines. Marie Chabot-Johnson, comment les organisateurs comptent-ils démystifier le domaine? En fait, l'important pour les organisateurs, c'était vraiment de démystifier chacune des branches des sciences humaines. Alors, avec des ateliers, des conférences, on va traiter de l'histoire, de l'anthropologie, la sociologie. Et pour cela, ils sont fait venir des conférenciers autant de l'international, d'autres universités au Québec, bien entendu de l'UQAC, et il y a même des étudiants qui vont faire des présentations. Puis pour commencer la semaine, on a fait un visionnement d'un film sur le géographe Louis-Edmond Hamelin qui, lui, traite de la problématique du Nord, une problématique très importante en géographie. Pour le reste des activités, je vous laisse écouter une membre de l'organisation et étudiante, Charlotte Rulac. On a des conférences aussi de personnes qui viennent nous parler de solidarité internationale, un enjeu aussi qu'on retrouve en sociopolitique et en anthropologie. On a une conférence également, mais sur le thème de la participation. Et pourquoi est-ce si important de stimuler, en fait, les étudiants face aux sciences humaines? Mais en fait, c'est parce que le domaine des sciences humaines est quand même assez flou pour plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui se demandent qu'est-ce qu'on fait avec un baccalauréat en sciences humaines. Et c'est en fait pour ça que les organisateurs ont pris l'initiative de mettre une conférence sur les perspectives d'emploi en sciences humaines. Et ils attendent beaucoup de gens parce que c'est une première. Et en plus, les étudiants l'avaient demandé. Et en plus, on sait qu'à l'UQAC, il y a très peu de personnes qui sont inscrites au premier cycle en sciences humaines, seulement 200, ce qui est très peu par rapport aux autres universités. Et aussi, Cassandre, il ne faut pas oublier de dire que ce n'est pas juste pour les étudiants, les conférences, mais aussi pour le grand public. Je vous laisse écouter le professeur responsable du module en sciences humaines, François Guérard. Bien, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être spécifiquement en sciences humaines pour s'interroger sur comment fonctionne le monde, comment fonctionnent nos sociétés, comment elles sont organisées, les rapports de pouvoir, les rapports sociaux. Et dites-moi, quelles sont les attentes pour cette édition? Bien sûr, les organisateurs voudraient le plus de personnes possible, mais pour être réaliste, attendent seulement une trentaine de personnes, sauf qu'ils aimeraient intéresser aussi les gens des cégeps de Chicoutimi et de Jonquière et d'autres gens qui ne sont pas nécessairement en sciences humaines. Et pour les intéressés, où peut-on consulter la programmation? Toutes les activités sont marquées sur le site du colloque qu'on peut voir au bas de l'écran. Merci, Marie. Ça fait plaisir. Malgré une... Malgré une diminution de 20 membres cet hiver, le club de ski de fond, le Norvégien, a vendu 98 passeports, soit le double de l'an passé. La directrice générale du club, Anne Fortin, espère que sa clientèle aura la piqûre pour ce sport. Maxime Tousignan, le Norvégien, peut tout de même miser sur plusieurs adeptes de ski de fond cet hiver? Oui, Cassandre, plusieurs skieurs ont foulé les pistes du Norvégien cet hiver. Toutefois, Dame Nature a eu son mot à dire quant à l'achalandage du club de ski. Le Norvégien a profité d'un mois de décembre idéal avec beaucoup de neige pour ouvrir sa saison de ski. Les grands froids du mois de janvier ont cependant réduit l'achalandage au club. Février est en voie de ramener les skieurs sur les pistes. Avec le mois de février, on a l'air à se rattraper un peu, mais on constate effectivement là, que les gens s'accrochent au ski de fond de plus en plus. Les jeunes, comme vous pouvez le constater aussi, les familles, évidemment. Le Norvégien accueille des groupes scolaires du primaire, du secondaire et du cégep. Les jeunes de la polyvalente Arvida sont avides de découvrir ce sport et même Dame Nature n'importune pas leur deuxième visite. On n'a pas été chanceux sur la température, il fait quand même un peu froid, mais les jeunes, ils se plaignent pas. Ils aiment ça, ils aiment bouger, puis ils aiment faire des activités nouvelles. Fait que pour eux autres, c'est quelque chose de nouveau. C'est intéressant d'apprendre J'essaie de faire développer des nouvelles habiletés aux jeunes. Le ski de fond se veut un complément au vélo et à la course à pied. La localisation, les tarifs et les différents niveaux de difficulté des 65 km de pistes du Norvégien rendent ce sport accessible pour tous. Les sentiers pour débutants, intermédiaires et experts permettent aux jeunes de consolider leur apprentissage, un enseignement qui s'exécute à grands pas. C'est quand même assez exigeant, ce qui est le fun, mais ça dépend. Tu as possibilité de donner plus puis de donner moins, tout dépendamment de ce que tu veux faire. Les jeunes, c'est
extrêmement facile pour eux autres d'apprendre le ski de fond parce qu'ils n'ont pas peur de rien, les jeunes. Fait que c'est un sport qui est accessible, qui est facile d'apprentissage. C'est familial aussi. Madame Fortin espère une température clémente d'ici la fin de l'hiver. Les skieurs dans la région pourront d'ailleurs pratiquer le ski de fond jusqu'à la fin mars. Maxime Tousignan, ATM Nouvelles, Saguenay. Les deux patineuses de la région, Valérie Maltais et Marianne Saint-Gelais, retourneront sur la glace demain pour l'épreuve du 1000 mètres et du relais 3000 mètres. Ce sera leur dernière chance de revenir au pays avec une médaille. Et rappelons que pour le moment, le Canada se place au 8e rang lors de ces 22e Jeux olympiques d'hiver à Sochi. La 5e édition de la semaine Fête de la musique débutait aujourd'hui à l'UQAC avec une performance spéciale offerte par les jeunes de l'école primaire La Carrière. L'activité La musique me donne des ailes pour bouger avait le but de faire connaître les effets positifs sur la musique, sur les activités physiques. Roxane Dando, à partir de cette année et pour 5 ans, l'événement sera consacré à un bienfait relié à la musique. Tout à fait, Cassandre. Cette année, ce sont les bienfaits physiques qui sont à l'honneur avec le slogan « La musique, ma culture physique ». Accompagné des musiciens Nathalie Camus et David Ellis du Quatuor Alcan, ainsi que de l'ensemble de percussion de l'école Charles Gravel, une cinquantaine d'élèves de l'école La Carrière ont joué de la musique pour encourager les coureurs venus s'entraîner au pavillon sportif de l'UQAC. Les jeunes ont d'ailleurs composé La flûte en santé, une chanson qui met en valeur la bonne alimentation. C'était la première fois qu'ils jouaient hors de leur école pour la semaine Fête de la musique. C'est des chants chorales. Alors, on a écouté le film Les choristes et on a pigé dans les choristes et ensuite on est allé voir dans un livre d'informations pour plein d'autres chants. Ouais. Selon plusieurs spécialistes, jouer et écouter de la musique serait bénéfique lors d'une activité physique, entre autres pour la prise de conscience du corps, la respiration, la posture et l'amélioration d'habiletés motrices. Alors, tous les entraînements des grands sportifs sont faits en fonction de la musique qu'ils écoutent. Je pense qu'on est dans Sochi, là. Il y a eu plein de reportages qui demandaient aux athlètes qu'est-ce que tu écoutes avant de performer, avant de sauter, avant de plonger et tout ça. Que ce soit pour de la course, du tennis ou de l'entraînement en salle, toutes les personnes présentes étaient d'avis que la musique est un plus pour la motivation et la concentration. D'habitude, c'est quelque chose de plus avec du tempo, là, du rock. Là. Mais comme les tambours qu'on entend là? Oui, ça, c'est très bien. Ouais. Est-ce que vous avez apprécié oui, c'est plaisant, oui. Ça fait changement de ce qu'on écoute d'habitude. Comment ça, mettre ma musique, parce que ça dépend du beat que je file, des fois... Fait que je suis vraiment dans ma bulle. Jusqu'au 23 février, plusieurs activités sont mises en place pour la semaine Fête de la musique, dont un récital présenté par la porte-parole et médecin Emmanuel Tran le jeudi 20 février à Alma. Roxane Nadeau, ATM Nouvelles, Saguenay. Et pour la météo, est-ce que le beau temps va rester parmi nous, Simon? Eh bien, j'ai bien peur que non. La température va bientôt recommencer à refroidir. Ce soir, au Saguenay, ce sera moins 17 avec température ressentie de moins 22. Au Lac-Saint-Jean, température de moins 20 avec ressenti de moins 26. Cette nuit, au Saguenay et au Lac-Saint-Jean, ce sera moins 21 et moins 27 avec le facteur éolien. Et demain matin, les nuages reviennent avec une température de moins 18 et un ressenti de moins 24. Merci, Simon. C'était tout pour notre web journal. Au nom de toute l'équipe et en mon nom, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous demain soir.